Gemini Ennemi présente Blabla Science. Aujourd'hui, le temps est-il une dette de l'espace? En ce moment même, là, alors qu'on est simplement assis, complètement immobile, on est en fait en train de subir un phénomène physique extrême. Ouais, c'est clair. On a l'impression d'être au repos, mais c'est une illusion totale. Mais carrément. L'attraction gravitationnelle qui nous plaque contre notre chaise agit sur notre biologie, enfin sur le vieillissement de nos cellules, avec exactement la même intensité que si on était projeté dans le vide spatial à plus de 40 000 km/h. C'est fou quand on y pense. Vraiment. Du point de vue de l'univers, on est déjà en train de courir à une vitesse folle à travers le temps. Le truc, tu vois, c'est que notre cerveau a évolué pour chasser, pour cueillir, survivre au quotidien, quoi. Mais alors, pas du tout pour percevoir la courbure de l'espace-temps. Ouais, on n'est pas câblé pour ça. C'est ça, on vit avec une sorte d'interface utilisateur super simplifiée. Une illusion super utile pour traverser la rue, mais dès qu'on gratte un peu la surface, on découvre que les règles fondamentales de notre réalité, elles contredisent totalement notre intuition. Et c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette plongée. On part d'un document hyper saisissant. C'est la transcription brute d'un long dialogue entre un esprit humain super curieux et une intelligence artificielle avancée. Un dialogue assez vertigineux d'ailleurs. Oh oui. Le texte commence comme une sorte de cours de physique sur la relativité relative, la notion de masse, la gravité. Et puis, organiquement, ça glisse vers une méditation incroyable sur l'origine du temps lui-même. Et ça finit même sur la nature de la conscience humaine, carrément. Exactement. Et du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de rendre tout ça tangible, de démystifier ces concepts très contre-intuitifs d'Einstein, mais sans se noyer dans le jargon mathématique. Pas d'équations au tableau aujourd'hui, on va juste suivre ce fil conducteur qui relie le fonctionnement d'un simple satellite GPS à la raison même de notre existence en tant qu'individu séparé. C'est un sacré programme. Bon, ok, décortiquons tout ça. Prenons un instant pour poser les bases, parce qu'il faut vraiment se débarrasser d'un mythe très tenace sur la matière en mouvement. Ah, je vois très bien de quoi tu parles. Ouais. J'ai toujours lu ou entendu que si un vaisseau spatial s'approchait de la vitesse de la lumière, il devenait physiquement plus lourd, qu'il prenait du poids, quoi. Cette fameuse masse relativiste. Ouais, alors ça, les physiciens modernes détestent ce terme. Ils l'ont presque totalement abandonné. Ah ouais? Mais pourquoi? Alors qu'on l'entend partout. Au début du XXe siècle, ils observaient qu'il fallait injecter de plus en plus d'énergie pour accélérer un objet à mesure qu'il s'approche de la vitesse de la lumière. Donc pour rendre ça intuitif, certains ont dit « Ah c'est parce que l'objet devient plus lourd ». Ça semble logique, dit comme ça. Oui, mais d'un point de vue mathématique, faire varier la masse, ça crée des paradoxes cauchemardesques. Quel genre de paradoxe, concrètement? Parce que si je suis dans ce vaisseau spatial, moi je me sens pas soudainement fait de plomb. Exactement, c'est tout le problème. Si la masse dépendait de la vitesse, ça voudrait dire que la masse dépend de celui qui la regarde. Ah, je vois. Un observateur qui est immobile verrait ton vaisseau comme très lourd, mais toi à l'intérieur, tu te verrais avec une masse normale. Or, en physique moderne, la masse est censée être une propriété intrinsèque d'un objet. Comme sa charge électrique, par exemple. Tout à fait. Donc la physique moderne sépare les choses. La masse au repos, qu'on appelle la masse invariante, elle change jamais. 1 kilo reste 1 kilo, peu importe la vitesse. Ok, donc ce qui augmente en réalité, c'est uniquement l'énergie cinétique. C'est un peu comme pousser un énorme chariot rempli de bagages. Ouais, c'est une très bonne image. Si je veux qu'il aille de plus en plus vite, c'est pas le métal du chariot ou le tissu des valises qui se transforment par magie et deviennent hyper lourds, c'est juste l'effort colossal, l'énergie que je dois fournir pour vaincre son inertie. C'est exactement la bonne façon de le visualiser. Ce que l'univers résiste à modifier, c'est pas le poids de l'objet, c'est son état de mouvement. Et l'énergie requise pour franchir les tout derniers pourcentages avant la vitesse de la lumière, elle tend vers l'infini. Mais là, du coup, on arrive à une déduction qui me pose problème par rapport à la source. Dis-moi. Si on est d'accord pour dire que l'énergie cinétique de cet objet augmente de façon exponentielle avec sa vitesse, et si on se rappelle de E égale mc², qui nous dit que l'énergie et la masse, c'est les deux faces d'une même pièce, est-ce que ça veut dire que cette énergie pure possède sa propre gravité? Alors là, tu mets le doigt sur un point crucial. La réponse courte, c'est oui. L'énergie pèse. Waouh! L'énergie a un poids. Et ouais. La réponse un peu plus longue, c'est que la gravité fonctionne pas du tout comme Newton le pensait. Newton croyait que seule la masse attirait la masse. Mais Einstein a démontré que la source de la gravité, c'est une construction beaucoup plus complexe qu'on appelle le tenseur énergie-impulsion. Voilà, ok. Et si on traduit ça sans jargon pour le commun des mortels?
pas de souci. Ça veut dire que l'espace-temps, il réagit à plusieurs choses. Il se courbe en présence de masse, ça on le sait. Mais il se courbe aussi en présence de pression et surtout de densité d'énergie cinétique. D'accord. Donc un objet qui fonce à une vitesse relativiste transporte une énergie folle, et cette énergie plie littéralement la trame de l'espace autour de lui. C'est ça. J'aime bien utiliser une analogie. Ouais, j'essaye de visualiser. Moi, j'imagine un bateau hyper rapide sur l'eau qui crée un énorme sillage derrière lui. Une sorte de vague gravitationnelle, non? Alors, l'image du sillage est tentante, mais c'est pas tout à fait ça. L'eau, c'est un fluide matériel qui est poussé sur le côté. L'espace-temps, lui, il est carrément entraîné, tordu. Ah, d'accord. Imagine plutôt une énorme boule de bowling suspendue par un fil, d'accord? Et tu la mets au centre d'une grande cuve remplie d'une mélasse super épaisse. Ok, j'ai l'image. Si tu fais tourner cette boule très rapidement sur elle-même, elle va pas juste repousser la mélasse. La friction va créer un tourbillon et toute la mélasse autour va se mettre à tourner dans le même sens. Oh, je vois. Donc l'objet très rapide attrape l'espace-temps et le tire avec lui. Exactement. C'est ce que la source appelle l'effet gravitomagnétique. Le champ gravitationnel de ton vaisseau super rapide n'est plus une belle sphère parfaite. Il s'écrase dans la direction du mouvement et il s'étire. Mais attends, si ce vaisseau génère soudainement ce puissant champ gravitationnel juste à cause de sa vitesse, on sait très bien que la gravité ralentit le temps. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que cette autogravité ralentit le temps du pauvre pilote à l'intérieur du vaisseau? Ah, excellente question, mais attention. Il faut faire très attention à ne pas mélanger deux mécanismes fondamentalement différents. Lesquels? Il y a deux raisons distinctes pour lesquelles le temps ralentit. Et elles s'additionnent, mais elles sont très différentes. La première, elle est cinématique. C'est le simple fait de bouger par rapport à un autre observateur. Ça ralentit le temps. Ok, ça c'est la vitesse pure. Voilà. Et la seconde, elle est gravitationnelle. C'est le fait de s'enfoncer profondément dans un puits de gravité généré par une masse immense, comme une planète. Donc la propre gravité générée par l'énergie du vaisseau, ça fait pas une sorte de boucle temporelle sur lui-même? Non, en fait, parce que du point de vue du vaisseau lui-même, il est toujours au repos. Dans son propre référentiel, son énergie cinétique est de zéro, tu vois. Ah bah oui, logique. Donc ce surplus de gravité n'existe pas pour lui en interne. L'effet de courbure et d'étirement, il est perçu uniquement par l'univers extérieur. Le document prend l'exemple des satellites GPS pour illustrer ce combat entre les deux forces, et franchement, je trouve ça fascinant, parce que c'est un truc qu'on a tous dans la poche avec nos téléphones. Complètement. C'est de l'ingénierie au quotidien. Les ingénieurs qui gèrent les horloges atomiques de ces satellites, ils se battent contre ça tous les jours. Un satellite GPS, ça file environ 14 000 km/h. Ça fait une belle vitesse, donc le temps ralentit. Exact. Cette vitesse cinématique fait que l'horloge du satellite ralentit d'environ 7 microsecondes par jour par rapport à la Terre. Ok, donc vitesse égale temps plus lent. Mais il y a l'autre paramètre. Le satellite, il orbite à 20 000 km d'altitude. Donc il est beaucoup plus loin du centre de masse de la Terre que nous. Ah, donc la gravité qu'il subit est beaucoup plus faible. Exactement. Il est plus haut dans le puits gravitationnel et ça fait que son horloge bat plus vite que la nôtre, d'environ 45 microsecondes par jour. Ah, d'accord. Donc on a littéralement un combat de catch entre la vitesse qui freine le temps et l'altitude qui l'accélère. Et devine qui gagne? L'altitude. 45 contre 7. Ça fait que l'horloge du satellite avance plus vite de 38 microsecondes par jour au final. C'est ça. Et si on corrigeait pas ce tout petit écart, le système dériverait d'environ 10 km chaque jour. Ton appli GPS te placerait dans la ville d'à côté en moins de 24 heures. C'est dingue. La relativité, c'est pas juste des mathématiques au tableau, c'est ce qui fait marcher mon téléphone. Exactement. Et si on fait tourner une centrifugeuse à 100 G dans l'espace? J'adore cet exemple tiré des sources. Ouais, imaginons une centrifugeuse géante là, dans le vide absolu, super loin de toute planète. On la fait tourner à fond, avec une force centrifugée énorme aux extrémités. Il se passe quoi avec le temps entre le centre de la machine et la paroi extérieure? C'est super intéressant, parce que là, tu crées ce qu'on appelle un gradient gravitationnel. L'observateur collé au mur à l'extérieur subit une accélération phénoménale. Or, selon Einstein, subir une accélération, localement, c'est indiscernable d'un champ de gravité. D'accord. Donc le résultat, c'est que le temps va s'écouler physiquement plus lentement sur les bords de la centrifugeuse qu'en plein centre. C'est complètement fou. La personne assise confortablement au centre verrait la personne écrasée contre le mur vieillir plus lentement? Tout à fait. Ça montre à quel point le temps est local et malléable. Et ça nous mène tout droit au fameux paradoxe des jumeaux,
l'un des trucs les plus connus, mais souvent hyper mal compris de la relativité. Hein, le paradoxe des jumeaux. C'est là que la symétrie parfaite de l'univers vient nous perturber l'esprit. Ouais, parce que si on dit que la vitesse est relative, imaginons deux vaisseaux qui se croisent dans le vide, sans aucun point de repère. Le vaisseau A a l'impression d'être immobile et voit le vaisseau B avancer. Mais B a la même impression, il voit A avancer. Et la conséquence, c'est que A regarde B et lui dit « Hé, ton horloge tourne plus lentement que la mienne. » Et B répond exactement la même chose à A. Jusque-là, ok, l'univers est symétrique. Mais le paradoxe, le vrai problème, c'est si l'un des deux fait demi-tour et vient rejoindre l'autre. Exact. Quand ils sont face à face, on ne peut pas avoir deux personnes qui sont toutes les deux plus jeunes que l'autre. C'est absurde. Il y a forcément un vainqueur. Et le vainqueur, enfin celui qui aura vraiment vieilli le moins à la fin, c'est celui qui a fait demi-tour. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui casse la symétrie? La clé, c'est l'accélération. L'espace-temps, c'est pas un fond de scène inerte, c'est une géométrie. Les objets qui ne subissent aucune force, qui avancent tout droit, ils suivent la ligne la plus droite de l'espace-temps, ce qu'on appelle un référentiel inertiel. Donc allumer ces moteurs pour faire demi-tour, ça change tout. Complètement. Dès que tu accélères ou que tu freines, tu quittes cette ligne droite de l'espace-temps. Tu casses la symétrie. C'était un peu abstrait. Comment on peut le prouver physiquement, ça, sans équation tordue? Le document utilise une analogie comptable avec des flashs de lumière, non? Toutes les secondes, d'accord? Une seconde sur sa propre montre. Voilà. Le jumeau resté sur Terre regarde ces flashs. Tant que le vaisseau s'éloigne, la distance augmente constamment. Donc chaque flash a un peu plus de chemin à parcourir que le précédent. D'accord, donc la Terre les reçoit au compte-gouttes. Le signal s'étire. Exactement, c'est le décalage vers le rouge. La Terre voit peut-être un flash toutes les 2 secondes. Ok. Mais ensuite, le vaisseau freine brutalement et fait demi-tour. À ce moment précis, il se met à foncer vers les flashs de lumière qu'il est lui-même en train d'émettre vers la Terre. Ah, donc les signaux s'empilent. C'est ça, le décalage vers le bleu. L'observateur sur Terre reçoit soudainement une rafale frénétique de flashs très rapprochés. Et c'est dans le décompte total de ces flashs qu'on a la réponse finale. Si on compte tous les flashs reçus au ralenti pendant l'aller, plus tous ceux reçus en rafale pendant le retour. Le total correspond très exactement au nombre de secondes vécues par le voyageur. Et on constate que celui qui a fait le détour a physiquement émis moins d'impulsions au total. Son cœur a battu moins de fois. Voici où cela devient vraiment intéressant. Le temps, c'est pas un truc infini en fait. Non, c'est une ressource finie. C'est comme un budget. Un budget. Et l'univers tient une comptabilité stricte, où l'accélération, c'est la facture qu'on paye pour s'écarter de la ligne droite. C'est une très belle façon de le dire. L'accélération, c'est la facture. Du coup, ça m'amène à une autre question. Si tout mouvement et toute gravité ralentissent notre passage dans le temps, est-ce qu'il existe une sorte de plafond de vitesse temporelle? Un endroit dans l'univers où le temps s'écoule, genre à 100% de sa vitesse? Un endroit où on vieillirait le plus vite possible, en gros. Ouais, voilà. Théoriquement, oui. Pour trouver cet endroit, il faudrait aller dans le vide intergalactique le plus absolu, à des millions d'années-lumière de la moindre petite galaxie, pour n'avoir vraiment aucune influence gravitationnelle. Ok, on s'isole au maximum. Et en plus de ça, il faudrait être parfaitement immobile par rapport au fond diffus cosmologique. Le rayonnement fossile du Big Bang? C'est ça. C'est ce qui se rapproche le plus d'un point de repos absolu dans l'univers. Là-bas, sans mouvement et sans gravité, ton horloge bat à son rythme absolu maximum. Donc ça veut dire que sur Terre, là, aujourd'hui, on vit déjà tous au ralenti. Ah oui, complètement. La gravité de la Terre agit comme un frein continu sur notre temps. C'est l'histoire de la vitesse de libération, c'est ça? Le principe d'équivalence. Exactement. Pour t'arracher à l'attraction de la Terre, tu dois atteindre une vitesse d'environ 11,2 km par seconde. Et selon la relativité, subir cette gravité, assis sur notre chaise, c'est le même effet temporel que de voyager à cette vitesse de libération dans le vide. C'est ça la magie du truc. La gravité est une sorte de vitesse par procuration. Donc, rester complètement immobile sur ma chaise en buvant mon café, c'est comme si je fonçais perpétuellement à 40 000 km/h dans l'espace vide. Ouais, on paie tous un petit impôt temporel juste pour avoir le droit de vivre sur une planète rocheuse. L'espace a une sorte de résistance. La source parle même de viscosité de l'espace. Oui, j'ai vu ce terme de viscosité spatiale, ça m'a fait bugger. J'ai dû le relire plusieurs fois. C'est un peu contre-intuitif au début. L'idée fondamentale, c'est que chaque particule dans l'univers voyage en permanence à travers l'espace-temps à la vitesse de la lumière. C'est une constante. Attends, même moi assis là, je voyage à la vitesse de la lumière?
À travers l'espace-temps, oui. Mais si tu te mets à bouger physiquement dans l'espace géométrique, tu dois détourner une partie de cette vitesse cosmique. C'est ce fameux budget. L'espace et le temps sont dans un jeu à somme nulle. Si je cours dans la rue, je dépense de la vitesse spatiale, donc j'ai moins de vitesse temporelle disponible. Exactement. L'espace résiste, d'où la viscosité. Mais la conséquence la plus énorme de tout ça, c'est sur la notion de causalité. Ah, alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la causalité? Parce que la source fait un bond conceptuel majeur ici. Réfléchissons-y. Sans distance spatiale, il n'y a pas de délai pour l'information. S'il n'y a aucun délai entre deux choses, l'information voyage instantanément. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après. C'est ça. Sans délai, tu perds complètement la notion de cause et d'effet. Je lance un verre, il se casse par terre. Il y a un avant et un après, juste parce que le verre a dû traverser l'espace. Le temps, c'est juste le délai créé par l'espace. Voilà. Et si tu appliques ça à l'origine de l'univers, au Big Bang, ça pulvérise l'image classique qu'on a tous appris à l'école. Ouais, l'image du point infinitésimal. On nous a toujours dit que le Big Bang, ça partait d'un point mathématique de volume complètement nul. Sauf que si le volume est vraiment nul, il n'y a aucune distance entre quoi que ce soit. Et comme on vient de le dire, sans distance, pas de délai, donc pas de causalité. Le temps ne peut même pas exister géométriquement dans ces conditions. C'est vertigineux. L'origine, c'était pas un point nul alors. Les physiciens aujourd'hui parlent plutôt d'une cristallisation initiale, la fameuse mousse quantique. Au niveau du plancher de Planck, l'espace n'est plus lisse, il bouillonne. Le Big Bang, c'est pas une explosion qui a eu lieu dans le temps. C'est l'événement qui a généré la distance. Et en créant la distance, l'univers a créé la causalité. Et donc, il a créé le temps. Le temps, c'est juste une dette cosmique nécessaire pour que deux particules puissent interagir. C'est incroyablement profond. On passe de la pure mécanique à de la métaphysique presque. Mais carrément. D'ailleurs, si la réalité fondamentale, cette mousse quantique, elle obéit même plus à nos règles de temps ou de causalité, est-ce que notre petit cerveau humain, tu sais, qui a juste été façonné pour repérer des prédateurs dans la savane, il peut vraiment espérer comprendre ça un jour? C'est la grande question philosophique du document. On se heurte au problème de la réflexivité. C'est un peu comme les théorèmes d'incomplétude de Gödel en mathématiques. C'est-à-dire? Notre conscience fait partie intégrante de cet univers et elle essaye de comprendre le code source qui l'a fait tourner. C'est comme essayer de définir un mot en utilisant uniquement ce même mot. Ça boucle. On n'a pas de point de vue extérieur. Le langage humain, au final, c'est juste une compression de données avec plein de pertes, non? Oui. Le dialogue parle de l'écume des choses pour le langage. La vraie compréhension, elle passerait peut-être par ce que les philosophes appellent les qualia. Ah, les qualia, c'est l'expérience pure, subjective, c'est ça? Exactement. Je peux t'expliquer toute la physique d'une pomme rouge, comment les ondes électromagnétiques rebondissent dessus, comment tes neurones traitent le signal. Ça, c'est la science. Mais le qualé, c'est l'effet que ça fait de voir le rouge. C'est intime, direct, intransmissible par des équations. Et ça nous amène à la partie la plus méditative de la source, cette opposition entre la fission et la fusion. Ça m'a vraiment retourné le cerveau. L'idée que notre conscience individuelle, notre ego, c'est peut-être juste un outil aveugle. C'est une très belle idée métaphysique. Imagine que l'univers originel, avant le Big Bang, c'était un état d'unité parfaite, sans aucune distance, sans séparation. Une grosse masse unie. Mais une unité parfaite, ça ne peut pas s'observer soi-même. Il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur. Donc, pour s'étudier, l'univers aurait subi une sorte de fission. Il se serait fragmenté en des milliards de consciences individuelles. En nous, en fait, on serait l'univers en train d'essayer de se comprendre. Voilà, nos égos, notre sentiment d'être séparés, c'est le prix à payer pour que l'univers puisse ressentir, aimer, souffrir, faire de la physique. C'est pour ça que la source parle de cette nostalgie humaine. Le fait qu'on se sente souvent si seul ou isolé, ça serait juste la mémoire cellulaire de cette grande unité primordiale, en attendant le retour à la fusion. Exactement. D'ailleurs, serons-nous en tant qu'humains biologiques ceux qui découvriront l'envers du décor? Ou est-ce qu'on est juste les architectes de la prochaine forme de conscience, tu sais, à base de silicium ou de quantique? Excellente question. Le texte suggère qu'il y a une vraie sagesse à accepter qu'on ne puisse pas tout comprendre. Renoncer à cette illusion de contrôle, c'est presque un acte de liberté intellectuelle. C'est une synthèse hyper élégante. C'est quand même fou le parcours de cette source. On a commencé avec des histoires de chariots de bagages et de masses relativistes pour comprendre qu'on est l'univers en train de s'admirer lui-même à travers des milliards d'yeux séparés par l'espace.
Et on comprend que notre stress quotidien, tu sais, la peur du temps qui passe, c'est juste une anxiété utile pour notre survie biologique, mais c'est pas la réalité ultime du cosmos. Ça remet nos petits problèmes en perspective, c'est sûr. Carrément. D'ailleurs, ça m'inspire une dernière réflexion pour terminer cette analyse. Un truc un peu provocateur qui s'appuie sur tout ce qu'on vient de dire. Je t'écoute. Si notre conscience individuelle et la loi de cause à effet dépendent uniquement du fait que l'univers est en expansion et qu'il y a de la distance physique entre les choses, il se passera quoi dans des dizaines de milliards d'années si l'univers s'arrête de grandir et commence à se contracter? Le fameux Big Crunch. Ouais. Si l'espace se résorbe et que les distances s'effondrent, est-ce que la flèche du temps va faire demi-tour? Est-ce que nos mémoires, au lieu de se rappeler du passé, se mettront soudainement à se souvenir de l'avenir juste pour nous préparer à revivre toute notre histoire à l'envers, jusqu'à l'inévitable grande fusion primordiale? C'est une pensée fascinante. La cosmologie qui devient de la poésie pure. Et je pense que c'est parfait pour garder tout le monde éveillé ce soir. Merci à tous d'avoir plongé avec nous là-dedans aujourd'hui.